En version manga, ça a encore moins à voir avec Hunger Games. Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Ça dépend pourquoi. Lorsque j'ai lancé cette chaîne, il était évident pour moi que je n'allais pas dérailler du droit sentier des films et séries animés de la firme, et le futur n'a pas été aussi catégorique. Mais l'idée n'en demeure pas moins la même, c'est pour leur travail d'animation que Disney est intéressant pour moi. J'ai beau avoir tordu un peu beaucoup cette règle au fil de mes vidéos, je veux que mon credo demeure quelque peu. Pour ça, je ne compte pas m'attaquer aux films live-action Disney, qui sont la porte ouverte à beaucoup trop de permissivité, et juste une tâche sans fin vu la longueur du bras de la super souris de nos jours. Cette chaîne n'a jamais eu vocation à traiter autre chose que les films animés de Disney et leurs dérivés, et chaque demande pour tel ou tel film live-action de je ne sais laquelle de leurs 12 000 sociétés de production n'a pas légitimité. Et la raison pour laquelle je le pointe public, c'est parce qu'on va exceptionnellement déroger à 100% à cette règle durant ce mois de février. C'est parce qu'on t'aime. Car c'est pas plus mal de mettre une règle au clair en la transgressant une fois. Écoutez, je voulais une liste simple pour pas me prendre le chou, c'est une fois et c'est marre, ok? Donc, on va compter relativement succinctement les 10 films live-action qui m'ont le plus plu. Il faut qu'ils le soient totalement, que ça n'ait pas été produit par un autre studio qui a été racheté plus tard, et je vais mettre carte sur table, je suis loin de les connaître tous. Donc, s'il y a des manques à déplorer, blâmez mon inculture. En attendant, c'est parti pour le top 10 des meilleurs films Disney live-action, pour moi. Numéro 10, 20 000 lieues sous les mers. Le film le plus kitsch de cette liste. Et encore pas tant que ça vu l'année. Quand je vois L'île au trésor sorti peu avant, pour moi il y en a clairement un des deux qui a mieux réussi l'épreuve du temps. Pour l'époque, les effets sont majoritairement très appréciables, mais surtout c'est une adaptation de Jules Verne qui donne ses lauriers à l'auteur. Cette chasse aux monstres sous-marins est joliment bonifiée par les phases de dialogue qui cimentent très bien les personnages, campés par des acteurs de talent, notamment Kirk Douglas dans un de ses nombreux sommets. Il n'est de monstre malgré tout, dont je me fasse un ami. Une histoire de baleine, c'est ça les gars, histoire de baleine noodle. Je pense qu'une version animée plus récente ne serait pas de refus, mais ce qu'on nous a déjà donné vaut le coup d'œil. Si vous voulez plus de détails sur ce film, je vous invite à voir la critique d'Oncle Buck qui sait lui rendre justice mieux que moi. Un blockbuster ambitieux réussi de son époque. Numéro 9, L'incroyable voyage. Oui, je sais, déjà traité, mais c'était pas prévu. Ça reste un des incontournables de ma jeunesse. Le film d'aventure animalier qu'il fallait se voir dans les années 90, et à ma connaissance, celui qui s'en est le mieux tiré avec l'âge. Mieux que la première adaptation de Disney à mon goût. Le travail sur le domptage donne un excellent résultat, et on sent le cœur dans la caractérisation des personnages via leurs interactions. Ce n'est pas parfait dans l'écriture, mais ça tape souvent juste dans l'émotion du lien maître-animal et le naturel de dynamique entre nos chiens et chats. Et sa musique qui reste dans le crâne. Gravez-la jusqu'à la fin de ma vie. Numéro 8, Rasta Rocket. Et dans le genre film sportif des années 90, celui-là aussi fait partie des plus incontournables. Tiré d'une histoire vraie, très librement, Rasta Rocket suit le destin d'une équipe de bobsleigh jamaïcaine qui veut participer aux Jeux Olympiques. Et c'est très gnangnan dans l'approche, mais c'est du gnangnan tellement sincère. Le fait que ce soit arrivé en vrai, à moindre mesure, doit aider à cimenter ça. Mais au-delà des clichés de films de ce genre, il y a une gentillesse et une authenticité vraiment touchante de la part de cette équipe qui part de rien pour atteindre un but jugé comme absurde pour beaucoup. La phase d'entraînement, avec un mec qui apprend à croire en eux ainsi qu'eux qui apprennent à croire en eux-mêmes, est à la fois drôle et jolie, et je me suis senti étonnamment investi dans le périple proposé. Les ficelles typiques à la fiction sportive passent plus naturellement ici que d'habitude, et nombre de scènes là-dedans sont devenues assez cultes pour moi, aussi pathos qu'elles puissent paraître. C'est un stéréotype de film sportif, mais assumé avec une sincérité qui m'a particulièrement agrippé. Numéro 7, Noël chez les Muppets.
Ouais, les marionnettes c'est pas tellement de l'animation. Je suis relativement neutre sur les Muppets, sans les détester une seconde, ils ne me font pas vraiment rire aux éclats. Mais des 3 films avec eux que j'ai vus, celui-ci est facilement le meilleur. J'irais même jusqu'à dire que c'est ma seconde version préférée d'un chant de Noël, après celle avec Picsou. Les narrateurs, un chouïa lourd mis à part, leurs marionnettes sont bien incorporées en sachant équilibrer la comédie et le sérieux pour ne pas dénaturer le message. Et si connaître l'univers des Muppets est un plus, les références passent vite et fluidement pour qu'on ne se sente pas perdu de découvrir ce film à partir de rien. Mais le point le plus réussi, c'est Michael Caine en Scrooge. Et voici Monsieur Ebenezer Scrooge. La meilleure incarnation du personnage de ce que j'ai pu voir. Il sait camper l'aigreur du vieil homme et l'ouverture petit à petit qui se forme avec une justesse réelle, sans aller trop dans le cartoonesque comme certains. Et ça fait vraiment bizarre de voir une performance aussi fine dans un film Muppets. Mais bon, celui-ci parvient à être fidèle au cœur du conte en y apposant sa patte et sa personnalité avec une bonne retenue, et c'est pour ça que c'est une de mes versions incontournables d'un chant de Noël. Numéro 6, Benjamin Gates et le trésor des Templiers. Quand Indiana Jones rencontre Da Vinci Code, suivons notre héros Benjamin, avide de découverte d'un grand trésor de l'histoire, et trésor au sens direct, mais qui devra voler la déclaration d'indépendance des USA pour en suivre la piste. Entre autres. En dépit de quelques concepts un peu haut perché de ce film, c'est juste de l'aventure-action bien dosée. Certains développements sont un peu ridicules, mais en dehors de ça, c'est une excellente alternative à Indiana Jones pour suivre des caractères bien trempés interagir, en alternant efficacement dialogue, découverte et action. On voyage à différents endroits du pays, les énigmes posées sont assez bien pensées, les personnages sont amusants et suffisamment attachants, comme le sidekick qui n'est pas là que pour être comique, et sans rien transcender, on se retrouve tout de même à la fin satisfait d'avoir vécu une aventure palpitante. Ça ne révolutionne rien, mais ça emploie une formule très solidement. Et c'est déjà un excellent point quand un film sait faire ça. La suite, sortie quelques années plus tard, a reposé un peu facilement sur les acquis du premier volet et marque moins, mais c'est un suivi acceptable. En tout cas, c'est une saga à voir pour découvrir Nicolas Cage dans un de ses rôles les moins chelous qui soient. Merci, c'est gentil. Numéro 5, Dans l'ombre de Marie. J'ai traité les 2 films, autant parler du biopic spin-off rapidement. Les biopics ne sont pas particulièrement ma tasse de thé, et on sent que celui-ci est un peu grossièrement romancé à quelques moments, mais le sel de la création du film du point de vue de P.L. Travers est bien retranscrit. Le côté légèrement casse-couille du personnage est drôlement efficace, à travers des dialogues savoureux, et on n'oublie pas de bien marquer ce qui la touche, comment son passé l'a impacté. Le tout en dévoilant certaines étapes de création d'un film, culte pour beaucoup, avec un vrai intérêt. Ce mélange de découverte, humour et émotion fait bien son office en grande partie grâce aux acteurs qui savent donner corps à ce que ces personnes représentent. Emma Thompson, bien sûr, qui fait une Madame Traverse piquante et juste, mais aussi Tom Hanks, qui dépeint un Walt Disney naturel et marquant, sans parler des nombreux autres acteurs qui s'en sortent à merveille. Plus que l'écriture, c'est le casting qui cimente ce film comme un must à voir sans souci si on est fan de Mary Poppins. Et si vous n'en êtes pas fan, eh bien... vous pourrez vous identifier à l'héroïne. Qu'est-ce que vous en dites? Non. Numéro 4, John Carter. Ah, la science-fiction et Mars. Ça s'est permis beaucoup de trucs. Bon, vu que c'est adapté d'un bouquin du début du XXe siècle, ça se pardonne. Ce qui est important, c'est le périple et la découverte dans cet univers riche, concret. Et le monde de Mars dans ce film est extraordinairement créatif. Dans ses décors, ses designs et ses règles, c'est une vraie satisfaction à voir ça se dérouler. Alors que notre héros aventurier, envoyé par accident sur cette nouvelle planète, représentera le spectateur en apprenant ce monde où il a débarqué et en se liant à ceux qui y habitent. L'intrigue un peu politique n'a rien de très original au vu de maintenant, mais reste très efficacement gérée. Et si John Carter est le héros, on sait souvent donner la part belle aux concernés direct là-dedans. De plus, même si la logique de cette Mars-là est assez aberrante globalement, on joue sur le concept de gravité et comment elle forge vos capacités plutôt intelligemment. Ça me surprendrait pas qu'un certain manga se soit inspiré de ça. J'avoue que l'idée d'inclure l'auteur du roman dans l'histoire en mode méta était un peu trop. Toujours pas fan de cette ficelle-là. Mais on peut facilement en faire fi et profiter d'une aventure fun et palpitante qui se donne les moyens et vaut largement le voyage. Numéro 3, Prince of Persia, les sables du temps. En parlant de voyage... c'est peut-être la meilleure adaptation de jeu vidéo en film qui soit. L'histoire du jeu Prince of Persia est pas mal du tout, et somme toute assez simple à retranscrire en long métrage, en raccourcissant la partie plateforme. Et c'est plus ou moins ce que ça nous donne avec...
Honnêtement, plus de détails dans les développements. Dans les points importants, cette histoire est la même que celle de base, mais on prend davantage le temps de détailler les plans de l'antagoniste, de caractériser le héros et sa relation avec la princesse. Ouais, on a un héros prince, une romance avec une princesse et un méchant second qui veut prendre le pouvoir. Si ce jeu vidéo était sorti plus tôt, Disney aurait adoré l'adapter en dessin animé. Et honnêtement, c'est un peu ce que je ressens, l'esprit Disney d'aventure, d'émerveillement et de dynamisme à travers le périple de notre couple central. Et le gimmick de sablier pour remonter le temps, bien géré, on en appuie les limites pour ne pas en abuser, sans non plus être trop bavard dessus, et ça apporte un gros plus à l'action globale qui est assez époustouflante. Quand on s'y penche, l'histoire est assez classique, mais c'est du classique très solidement exécuté qui fait un effet indéniable grâce notamment à la dynamique des deux héros qui fait très naturel. Essaie encore de prendre ce sabre et je te brise le bras. Encore? Tu as utilisé tout le sable? Si vous désirez de l'aventure épique simple mais généreuse, ce film est un must incontestable à mon goût. Même si, pas autant que numéro 2, Pirates des Caraïbes. Une énorme surprise à sa sortie. Le film qui a lancé toute une nouvelle culture cinématographique presque désormais culte, et c'est particulièrement étonnant quand on sait que c'est une adaptation d'attraction Disney. C'était pas si prometteur avant, mais on a su nous donner un univers poussé, amusant et réfléchi autour de cette vieille époque et de la considération des pirates. À la fois l'aspect cool et aventureux, mais également crasseux et dangereux. Si on a un couple au centre de tout ça qui est assez classique au départ et plutôt mignon, il évoluera dans toute la mentalité plus complexe que ce monde des pirates leur fera avaler, à travers ces fameux loups de mer qui ont beaucoup de personnalité à vendre. Barbossa n'est pas juste un méchant lambda comme il le laisse paraître au début, ses motivations sont recherchées et assez rattachables en dépit de son tempérament de connard. Jack, le plus ou moins héros central, a toujours cette approche finaude et calculée dans ses actes, ce qui fait qu'il peut être sympa un moment et très vache l'autre. Il y a ce gris moral qui est dépeint assez légèrement et qui fait bien son effet. Les personnages s'envoient particulièrement colorés et ça aide beaucoup à placer pas mal de dialogues savoureux. Et maintenant, Jack Sparrow, sommes-nous deux immortels condamnés à un combat épique jusqu'aux trompettes célestes du jugement dernier? Tu pourrais aussi te rendre. Ainsi que de développement pas forcément évident à voir venir, qui pimente très bien le récit. Et ça, c'est pour le fond, la forme appuie excellemment ça, via des décors travaillés, des effets spéciaux sublimement réussis, encore maintenant, et une action qui dépote pas mal. Ce film est devenu un nouveau classique du cinéma pour des raisons plus que compréhensibles. Dans ce top, j'aurais pu comptabiliser la suite qui réussit également beaucoup de choses, mais elle est en lien avec le troisième opus qui me pose plusieurs problèmes, et on se passera de ce débat-là. Pirates des Caraïbes est un long-métrage excellent qui mérite les lauriers qu'il a reçus. Même si, étrangement, ce n'est pas la meilleure adaptation d'attraction Disney à mes yeux, car, numéro 1, à la poursuite de demain. Comment c'est possible de s'appliquer à ce point à partir de matériel comme ça? C'est mon film live-action préféré de la firme jusqu'à présent, et ce ne serait que justice d'y vouer une vidéo entière. À la semaine prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. À la manière que vous souhaitez. Ah, Gali, c'est vraiment pour tes gros yeux manga que je t'apprécie en priorité.